Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 mai 2026 et notre cher ami et frère, le professeur Sayed Memsu Marandi, est avec nous. Bienvenue à nouveau, professeur. Bonjour Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ton émission. Comme tu le sais, c'est toujours un vrai plaisir. Oui, professeur Marandi, permettez-moi de commencer par ce qui s'est passé aux États-Unis. Hier, Donald Trump a annoncé que la guerre était terminée. En ce moment, il n'y a plus de guerre. Et il a, vous savez. Bon, alors partons simplement en vacances. Je crois que tout est dit. Ça suffit pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Et d'après ce qu'on a appris du responsable adjoint à l'inspection de Khatam al-Anbiya, en Iran, il a déclaré que le général Mohammad Jafar al-Assadi a affirmé que l'Iran prévoit une deuxième, voire une troisième phase de la guerre et que le pays s'y prépare. Il y a eu des propositions, des discussions ou même des messages échangés entre Washington et Téhéran. Et nous avons appris que l'Iran aurait envoyé sa proposition finale. Alors, quelle est la situation concernant cette guerre? Et l'Iran s'attend-il vraiment à une nouvelle phase du conflit? Oui, je pense que beaucoup ici croient que la guerre est proche et que les négociations n'aboutiront pas à une solution. Les Iraniens continuent d'envoyer et de recevoir des messages essentiellement pour les mêmes raisons qu'auparavant. Faire en sorte que la communauté internationale voit clairement ce qui se passe. Et ils constatent qu'aujourd'hui encore, la situation est la même qu'il y a 2 mois ou même 10 mois. Autrement dit, les États-Unis se comportent de manière agressive, ils formulent des exigences jugées déraisonnables et les négociations ne fonctionnent pas. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, une partie de la raison pour laquelle l'Iran négocie, c'est pour que l'opinion publique mondiale et aussi l'opinion publique iranienne soient convaincus que les Iraniens ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Quant aux Américains, personne ne croit un mot de ce qu'ils disent. Les Iraniens se préparent à la guerre. L'axe de la résistance se prépare à la guerre. Le Yémen, l'Irak, tout se prépare à la guerre et à une escalade. Donc, il est possible qu'il y ait à un moment donné des négociations. Il est aussi possible que Trump choisisse une voie de sortie. Mais ce n'est pas le calcul ici à Téhéran. Et le simple fait que les Américains aient déployé toutes ces troupes, qu'ils se préparent, et qu'ils aient déjà préparé des forces pour une attaque terrestre, montre bien qu'ils savent que le siège ne va pas fonctionner. Et même pire, que ce siège va se retourner contre eux. Les dégâts qu'ils infligent à l'économie mondiale, aux populations du monde entier, y compris aux Américains eux-mêmes, seront plus importants que ceux qu'ils causent au peuple iranien. Et les dommages qu'ils provoquent aussi chez leurs alliés dans le Golfe Persique sont considérables. Il faut garder ça en tête. Il est donc très peu probable que Trump attende longtemps que son siège porte ses fruits, parce que le temps ne joue pas en sa faveur. Le monde se rapproche de plus en plus d'une situation économique catastrophique, où les chaînes d'approvisionnement vont bientôt être touchées. Les usines vont commencer à fermer. La production va baisser partout où les usines ne seront pas fermées et l'inflation va repartir, plus forte qu'avant. Ça va être mauvais, très mauvais, et de pire en pire au fil des mois. Et donc, je pense qu'à cause de tout ça, Trump va tenter un pari. Il va faire le plus grand pari de l'histoire contemporaine américaine, de très loin, dans l'espoir de vaincre l'Iran d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y arrivera pas. Il va causer d'énormes dégâts. Il va tuer encore plus d'enfants, encore plus de civils. Et bien sûr,
l'élite politique occidentale se moque complètement des femmes et des enfants iraniens. Mais ce faisant, il va détruire ce qu'il reste des régimes despotiques du Golfe Persique. Il va détruire ce qui reste de l'image, déjà brisée, du régime israélien présenté comme une forteresse militaire invincible, un château qu'on ne pourrait ni briser ni pénétrer. Je pense que ce pari marquera au final la fin de la présence américaine en Asie de l'Ouest et le début de la fin du régime israélien. Pas que ce régime va tomber demain, mais quand l'Empire s'effondrera, quand l'Occident s'effondrera, le pouvoir et l'autorité du régime israélien de tuer en toute impunité et de se maintenir comme il le faisait avant vont s'affaiblir, parce que c'est un régime totalement dépendant. Il dépend des États-Unis pour tout. Il dépend des Européens pour tout. Aujourd'hui, le monde méprise le régime israélien et ses soutiens vont en souffrir énormément. Dans les pays occidentaux, les gens accusent le régime israélien, Netanyahou et Trump, des malheurs qui s'aggravent. C'est ce que beaucoup de gens pensent, partout dans le monde. Donc oui, je pense que la guerre est très probable. Je ne dis pas qu'elle est inévitable, mais ici, en Iran, on part du principe qu'elle aura lieu. Et à mon avis, ce n'est pas pour dans très longtemps. En fait, ça pourrait arriver à tout moment. Si on regarde le champ de bataille aujourd'hui, il y a 3 porte-avions dans la région. Et il semble que le Gerald Ford soit en train de quitter la zone pour rentrer aux États-Unis, à cause des difficultés et des problèmes rencontrés jusqu'à présent. Et professeur Marandi, nous avons appris de la part de commandants iraniens que l'Iran réserve des surprises aux États-Unis s'il lance une nouvelle phase de guerre. Est-ce que cela concerne les capacités iraniennes offensives ou bien les capacités défensives de l'Iran? De quoi s'agit-il exactement? Je pense que c'est un peu des deux, même si je n'ai pas accès à ce genre d'informations. Mais quelqu'un m'a dit un jour, quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui en général ne dit pas n'importe quoi, m'a dit pendant la guerre du Ramadan, la guerre de 39 jours, au tout début. J'essaie encore de me souvenir qui c'était, mais je sais que c'était une personne crédible. Il m'a dit que l'Iran a la capacité de frapper les navires de guerre américains, mais qu'il ne le fait pas, parce qu'il garde ça pour un niveau supérieur, disons, un degré plus élevé dans l'escalade du conflit. Parce que, comme vous le savez, l'Iran n'a pas déclenché la guerre et l'Iran n'a pas cherché à l'aggraver. Il n'a pas pris l'initiative de l'escalade. En ce moment, l'Iran aurait en fait le droit légitime de frapper les Américains, parce que le siège est un acte de guerre. Ce n'est pas seulement une violation du cessez-le-feu, c'est bel et bien un acte de guerre. Mais quoi qu'il en soit, il m'avait dit à l'époque que les Iraniens disposent de capacités cachées et qu'au moment venu, quand ils atteindront un certain niveau dans l'escalade, ils les utiliseront. Moi, bien sûr, je ne sais pas tout, loin de là. Mais je sais que les Iraniens se préparent depuis plusieurs semaines. Et puis, la météo joue aussi en faveur de l'Iran. Nous sommes au mois de mai, et mai, c'est un mois de transition dans la région du Golfe Persique et sur la péninsule arabique. À la fin du mois de mai, il fait très chaud et très humide. Et chaque jour qui passe, la situation devient plus difficile pour les Américains. S'ils se lancent dans une guerre et commencent à frapper les infrastructures critiques iraniennes, alors la riposte de l'Iran serait bien plus dévastatrice. Parce que s'il n'y a plus d'électricité, disons dans la péninsule arabique, les forces américaines, comme les civils, ne pourraient tout simplement pas rester sur place. Ils devraient partir immédiatement. Le climat, dans 2 ou 3 semaines, sera très différent de ce qu'il était pendant la précédente bataille, celle de 39 jours. C'est un peu comme l'hiver en Russie pendant les guerres mondiales, ou encore
pendant la guerre napoléonienne, quand l'hiver a joué en faveur de la Russie. Dans ce cas, l'été joue en faveur de l'Iran, et nous approchons rapidement de cette période, alors que les conséquences catastrophiques du siège imposé par Trump sur le golfe Persique et le détroit d'Ormuz deviennent de plus en plus visibles pour les pays du monde entier. Ce n'est vraiment pas une bonne situation pour les États-Unis. La population iranienne est unie, et Trump, avec son équipe, est en difficulté. On voit bien comment les élites du Parti démocrate s'en prennent à lui. On voit aussi à quel point la société est profondément mécontente de la situation actuelle. Je ne vois pas comment Trump, avec ce pari risqué, pourrait échapper à la catastrophe. Le pharaon, lui, tombera. C'est la deuxième fois, je dirais, sur le plan militaire, que les États-Unis essayent de réduire ou d'une certaine manière de détruire l'Iran en tant que pays. La première fois, c'était juste après la Révolution, avec la guerre contre l'Irak. Cette fois, c'est une attaque directe. Ils s'en prennent directement à l'Iran. Nous savons ce qui se passe. Eh bien, la troisième fois, la guerre de 12 jours aussi. Je veux dire, dans toutes les catégories, quand ils ont soutenu Saddam Hussein en 1980, c'était pour détruire l'Iran. La guerre de 12 jours, c'était pour détruire l'Iran. Et maintenant, cette guerre en cours, parce que la guerre du Ramadan continue, en ce moment, le cessez-le-feu n'est qu'une prolongation de la guerre. Le blocus contre l'Iran est un acte de guerre. L'arraisonnement des navires, ce sont des actes de guerre. C'est de la piraterie. Et Trump, bien sûr, on l'a vu admettre, en quelque sorte, que ses troupes sont des pirates. Donc ce sont aussi des soldats d'Epstein, mais ce sont aussi des pirates. Mais en tout cas, oui, tout ça dure depuis 47 ans. Et je pense que l'Empire est allé trop loin. L'Iran a déjoué Trump à bien des égards, mais tout ça a commencé bien avant. Quand les États-Unis ont vécu le 11 septembre, peu importe qui était derrière tout ça, et je ne crois pas que c'était seulement Al-Qaïda, je pense que le Mossad et la CIA étaient impliqués. Je ne le pensais pas à l'époque, mais ces dernières années, j'en suis arrivé à cette conclusion. Les preuves existent, elles sont là. Si vous avez vu le documentaire de Tucker Carlson ou d'autres documentaires, c'est clair ce qui s'est passé. Et quand on écoute Wesley Clark, l'ancien général et chef de l'OTAN, quand il a parlé de 7 pays en 5 ans, c'était exactement ce qui devait se produire après le 11 septembre. Mais l'Iran, et bien sûr tout cela concernait la résistance au sens large, l'Iran a déjoué les États-Unis. Et quand ils ont envahi l'Afghanistan et l'Irak, les Iraniens ont commencé à aider la résistance. Il en est même venu à soutenir des groupes qu'il n'aimait pas particulièrement, mais qu'il considérait comme un moindre mal face aux États-Unis, vu comme le plus grand des maux. Alors, il a soutenu la résistance, ses partisans comme d'autres. Et cela a poussé peu à peu beaucoup de ses adversaires à se rapprocher de l'Iran. Mais ça, c'est une autre histoire. Des milliers de milliards de dollars ont été gaspillés en Irak, d'autres milliers de milliards en Afghanistan. Et les États-Unis, bien sûr, ont mené une sale guerre en Syrie, où malheureusement, beaucoup de gens sont devenus des idiots utiles, dans cette guerre menée contre le peuple syrien par les États-Unis et par Israël. Et pourtant, les Iraniens ont réussi, sur tous les fronts, à user l'Empire. L'Iran s'est imposé comme un pilier de l'axe de la résistance. On a vu la montée de la résistance au Yémen, et bien sûr au Liban. L'héroïsme du Hezbollah dépasse l'imagination. Le Hezbollah frappe des cibles militaires israéliennes, et le régime israélien réagit avec fureur, massacrant des enfants et des familles dans sa rage quotidienne. Et bien sûr,
la résistance se renforce dans toute la région, tandis que les États-Unis deviennent de plus en plus faibles. Puis est venue la guerre en Ukraine, qui, à mon avis, a encore affaibli les capacités américaines. Et maintenant, les États-Unis s'en prennent au Grand Prix, vous voyez, parce que les sionistes veulent que l'axe de la résistance soit vaincu, alors ils s'en prennent à l'Iran. Mais ils ont été tellement affaiblis et épuisés par leur propre politique économique, mais aussi par leur guerre sans fin, et ensuite par l'Ukraine, que l'Iran se trouve aujourd'hui dans une position où il peut leur résister et les vaincre. Cette guerre a commencé avec l'occupation de l'Afghanistan, la guerre avec l'Iran, cette phase du conflit. Bien sûr, vous avez raison, en 1980 s'en faisait déjà partie. Mais la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je pense qu'elle a vraiment commencé avec l'occupation de l'Afghanistan, et elle s'est poursuivie jusqu'à maintenant. Mais l'équilibre a peu à peu basculé, et il s'est éloigné de l'Empire. Et cet empire est aussi engagé dans d'autres guerres, comme en Ukraine. Il lui est tout simplement impossible de vaincre l'Iran. Je ne dis pas que l'Iran ne souffrira pas. Il souffrira, bien sûr. Il traverse des difficultés, c'est évident. Et quand la guerre ouverte commencera, ils bombarderont nos femmes, nos enfants, nos citoyens, nos ouvriers, nos usines, comme ils l'ont fait chaque jour. Ils mèneront des frappes doubles. Ils pourraient même bombarder ce bâtiment. Ils vont tout essayer, mais ils ne gagneront pas. Et le peuple iranien est déterminé à aller jusqu'au bout. On le voit chaque soir dans les rues. Ils sont vraiment décidés à tenir bon. Et cette résilience, vous savez, j'en ai déjà parlé dans votre émission et ailleurs, à propos d'un excellent livre, Going to Tehran, de Flint et Hilary Leverett, que je recommande vivement. Mais il y a aussi un autre très bon livre d'Alastair Crooke que vous avez déjà reçu, intitulé Résistance. C'est un ouvrage ancien, mais je pense qu'il mérite encore d'être lu. Il parle de cette culture de la résistance qui existe dans cet axe de la résistance. Et il explique pourquoi ces peuples sont si résilients, si exceptionnellement capables de tenir tête à l'oppresseur. A bit on your show before on a couple of occasions, but it is, I think, a good book to read. So, despite the pain and the difficulty and the hardship, I have no doubt that the United States will fail. And, but, you know, the Americans and the regime and its arrogance, this sense of exceptionalism, and of course, the Zionist belief in that they're a master race, or you know, they're the masters of they're superior to the rest of us. Ils sous-estiment l'humanité. Ils sous-estiment les gens ordinaires et ils sous-estiment l'axe de la résistance plus que quiconque. Et c'est ça qui causera leur perte. Il y a eu un appel téléphonique entre le ministre iranien des Affaires étrangères et les gouvernements de la région, l'Arabie saoudite, la Turquie et le Qatar. Qu'est-ce que l'Iran essaie de dire à ces pays ou de leur faire comprendre? Parce qu'on a l'impression que l'Iran leur explique ce qui se passe entre Téhéran et les États-Unis. Mais quel est au fond l'objectif de ce genre de communication de la part de l'Iran? Point of these sort of communications on the part of Iran? Eh bien, l'Iran a toujours cherché à entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Si on revient à la guerre dont vous parliez, en 1980, à l'époque où l'Occident et l'Union soviétique soutenaient Saddam Hussein, l'Occident a encouragé cette guerre, l'invasion de l'Iran, et ils ont fourni à Saddam des armes chimiques. Les Allemands, en particulier, portent la responsabilité de ce crime plus que quiconque. Ces régimes arabes ont donné à Saddam Hussein des centaines de milliards de dollars. Les mêmes régimes qui, aujourd'hui, aident les États-Unis contre l'Iran. Leur hostilité envers l'Iran ne date donc pas d'il y a quelques mois. Elle a commencé il y a plus de 40 ans, presque un demi-siècle.
Mais après que leur allié Saddam Hussein se soit retourné contre eux et envahi le Koweït, ils ont soudain cherché à améliorer leurs relations avec l'Iran. Et l'Iran leur a pardonné. Les relations se sont normalisées. Et bien sûr, ensuite, ils sont allés soutenir Daesh et Al-Qaïda, aux côtés d'Erdogan et d'Abdallah en Jordanie. Et franchement, quiconque pense que tout ça n'était pas un projet sioniste mené par la CIA et le Mossad, si quelqu'un croit encore ça aujourd'hui, il est tout simplement aveugle à la réalité. Il refuse de voir la vérité. C'est désespéré. Mais encore une fois, ils ont soutenu le projet américain, l'opération Timber Sycamore en Syrie, ainsi que la montée de Daesh et d'Al-Qaïda. Et en Libye, il ne faut pas oublier la Libye. Mais la Syrie, c'est plus proche de chez eux. Alors depuis des décennies, ils complotent avec leurs suzerains contre l'Iran. Mais les Iraniens, eux, essaient toujours de les convaincre de changer de cap. Même aujourd'hui, si jamais ils décidaient, si les Koweïtiens, les Saoudiens, le régime bahreïni, le régime émirati et le régime qatari, s'ils s'asseyaient ensemble et publiaient une déclaration disant « Nous n'autoriserons pas les États-Unis à utiliser notre terre, notre mer ou notre espace aérien contre les Iraniens », la guerre serait terminée. Les Américains ne pourraient rien faire. D'un point de vue logistique, il leur serait impossible de mener une guerre contre l'Iran. Mais ils ne le feront pas. Non, ils ne le feront pas. Et une fois encore, ils seront complices de la prochaine phase de la guerre. Mais l'Iran va essayer de les détourner, tu sais, par tous les moyens possibles, du camp américain. Et puis je suis sûr que les Iraniens cherchent à convaincre Erdogan que ses intérêts ne se trouvent pas dans la voie qu'il a choisie depuis une vingtaine d'années. Ce qui s'est passé en Turquie sous sa direction, c'est une tragédie, tu sais. Quand Necmettin Erbakan est arrivé au pouvoir, il y avait tellement d'espoir, un vrai espoir de libération, que la Turquie et l'Iran puissent travailler ensemble pour apporter la libération en Asie de l'Ouest. Mais bien sûr, les services de renseignement occidentaux et l'État profond turc ont très bien réussi à écarter les véritables dirigeants anticoloniaux pour ensuite mettre en place quelque chose de tout à fait différent. Mais en tout cas, l'Iran fait tout son possible pour voir où il peut provoquer un changement avec ces pays de la région. Au bout du compte, la menace du sionisme, cette menace du sionisme, les met bien plus en danger qu'elle ne met l'Iran en danger. Si on regarde la carte, ce sont la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Irak, la Turquie et l'Égypte qui sont directement menacés par le régime israélien. Même si ce régime parvenait à créer le Grand Israël, du fleuve Euphrate au Nil, ce qui n'arrivera pas, et nous ne le permettrons pas. Même si cela arrivait, cela ne ferait toujours pas de lui un voisin de l'Iran. Donc ces régimes sont bien plus menacés que l'Iran, et ils ont tous entendu l'ambassadeur des États-Unis dire que si le régime israélien prenait le contrôle de toute la région, ce serait acceptable. Voilà, c'est ça, la politique occidentale. C'est la politique des États-Unis. Mais que ces pays ferment les yeux, qu'Erdogan poursuive ses ambitions personnelles et égoïstes, et que d'autres dirigeants se disent « Bon, s'ils finissent par prendre mon pays, j'ai mes milliards planqués quelque part en Occident, j'ai mes palais là-bas, donc je prendrai simplement un avion et je partirai. » Voilà, c'est ça, leur mentalité. Mais l'Iran, lui, va continuer à essayer de faire changer de cap ces pays. C'est un peu comme négocier avec les Américains. Est-ce que je pense que ça mènera à un accord? Non. Mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Bien sûr que oui. Mais en même temps, l'Iran se prépare à la guerre. Et l'Iran dit au monde, regardez, on discute avec ces criminels, mais ne comptez pas sur eux pour être raisonnable. Et je pense que ça a eu un impact énorme. Parfois, les gens me demandent, pourquoi négocions-nous? Pourquoi l'Iran fait-il de nouvelles propositions? C'est un signe de faiblesse. Je pense qu'on a dépassé cette époque
où l'on montrait de la faiblesse. Je veux dire, je reconnais que par le passé, on a montré de la bonne volonté et que ça a été perçu comme un signe de faiblesse. J'étais opposé à beaucoup de choses que nous avons faites, enfin à beaucoup de décisions prises à l'époque, y compris pendant les négociations du JCPOA, l'accord nucléaire de 2015. J'ai toujours été contre le fait de montrer de la bonne volonté envers les États-Unis d'une manière qui puisse être interprétée comme de la faiblesse, parce que c'est ainsi qu'ils perçoivent la bonne volonté. Je veux dire, si l'Iran montre de la bonne volonté envers votre pays, le pays où vous vivez, le Brésil, eh bien, ils peuvent accorder une réduction sur quelque chose ou offrir une concession à une entreprise brésilienne. Et alors les Brésiliens diront, l'Iran est notre ami, faisons quelque chose ensemble. C'est ça, la bonne volonté. Exactement. Mais aux États-Unis, quand on montre de la bonne volonté envers eux, quand on leur tend la main, ils disent « Ah, regardez, ils sont faibles, ils ont des problèmes, ils se mettent à genoux. » J'ai vu ça arriver à l'Iran à de nombreuses reprises, et j'ai toujours été contre. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que, et vous le savez très bien, en Iran, les gens des deux bords du spectre politique, bien sûr, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'unité qu'avant. Mais autrefois, quand les affrontements entre factions étaient plus forts, les deux camps avaient souvent tendance, enfin, je ne suis pas au gouvernement, mais les deux camps m'accusaient d'être du côté opposé. Certains diraient que je suis libéral, d'autres diraient que lui, c'est un dur. Et donc certains m'accuseraient d'être un dur moi aussi, simplement parce que je formule ces critiques. Je ne crois pas qu'en ce moment, l'Iran montre la moindre faiblesse. L'Iran reste ferme. L'Iran se prépare à la guerre. Ses alliés aussi sont prêts à la guerre. Les gens sont dans la rue. Mais au fond, ce qu'on ne veut pas, c'est que le monde pense que c'est nous qui allons déclencher une guerre. On ne veut pas que les gens commencent à croire que l'Iran est le problème. Parce que les médias occidentaux et les élites occidentales sont très doués pour renverser les rôles. Ils ont réussi à faire passer le peuple palestinien pour le coupable pendant toute une année dans le génocide de Gaza, pendant une année entière. Et ce n'est qu'après un an que la tendance a commencé à s'inverser, que l'opinion publique a commencé à changer. Et puis, petit à petit, le régime israélien a vu son image s'effondrer. Mais pendant longtemps, c'était comme si nous étions peu nombreux, enfin, relativement peu nombreux, à défendre les Gazaouis et les Palestiniens de Gaza et à dénoncer ce régime génocidaire. Pas peu nombreux en soi, mais je parle en termes relatifs. Aujourd'hui, je ne vois aucun signe de faiblesse du côté de l'Iran. L'Iran est prêt pour la guerre. Il s'y est préparé. Et je pense que l'Iran a le soutien de la communauté internationale, pas des gouvernements, mais des peuples. Je veux dire, ces gouvernements-là, Trump pourrait poser sa botte sur le visage de la chancelière allemande et elle la lécherait. C'est pareil pour le Premier ministre britannique et pour le président français. Franchement, ce sont des cas désespérés. Et c'est la même chose pour beaucoup d'autres. Mais l'opinion publique, partout dans le monde, il suffit de regarder l'impact que les vidéos légaux ont eu dans le monde entier et surtout dans le monde anglophone. Ça montre bien que l'état d'esprit global a changé. L'Iran veut préserver ça. Oui, l'Iran veut préserver ça. Il veut garder les gens éveillés et les éveiller encore davantage. Et ça, ce sera important dans les mois à venir. Voici ce qu'a publié le secrétaire au Trésor des États-Unis. Il utilise des mots un peu... Enfin, pas vraiment ceux que j'emploie d'habitude, mais bon, je dois le lire. J'ai justement posté un tweet il y a quelques minutes, à peine 5 minutes avant le nôtre. J'ai vu ce tweet et j'ai dit « C'est toi le serpent, mais tu n'as plus de venin. » L'argument qu'il avance, au passage, c'est que la direction iranienne est littéralement plongée dans le noir. Il dit que les États-Unis ont un contrôle total sur le détroit d'Ormuz.
Et il y a aussi un problème de devise forte. Par exemple, il parle d'une pénurie de dollars américains en Iran. La nourriture et l'essence sont rationnées. Toute la communauté internationale s'est retournée contre vous, professeur Marandi. Et le blocus, selon lui, continuera jusqu'à ce qu'il y ait, disons, une liberté de navigation, comme avant le 28 février. Oula, à votre avis, combien de ces arguments qu'il avance sont réellement valides? Commençons par le détroit d'Ormuz. Quelle est la situation aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz? Et en quoi serait-il, comme il le prétend, sous le contrôle total des États-Unis? Souvenez-vous, c'est le même génie, ou ce serpent, parce qu'il a comparé les Iraniens à des serpents. Donc ce serpent, qui n'a plus beaucoup de venin, ce brillant serpent, disait que nous permettions à l'Iran de vendre son pétrole, et que par ce biais, nous faisions du tort à l'Iran et que nous le minions. Maintenant, il dit qu'on ne va pas laisser l'Iran vendre son pétrole et que par ce biais, on affaiblit encore l'Iran. Voilà pour une partie de son raisonnement. La deuxième, bien sûr, c'est qu'il empêche aussi le détroit d'Ormuz d'être ouvert au reste du monde. Donc, le monde entier va traverser une période de bouleversement économique. Et il faut faire la différence entre l'Iran et le reste du monde, dans la manière dont l'économie iranienne fonctionne. Tout d'abord, il ne fait aucun doute que l'Iran a été touché par la guerre et qu'il souffre aussi du siège. Un siège, c'est une forme de guerre. C'est évident, quand ils ont bombardé nos entreprises pharmaceutiques, quand ils ont frappé notre industrie sidérurgique, quand ils ont visé des commerces privés, des infrastructures civiles, des habitations, tout cela a porté un coup à l'économie dans son ensemble. Quand ils ont bombardé des silos remplis de nourriture et de céréales, ils ont encore affaibli l'économie. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Mais la réalité, c'est que l'économie iranienne vit sous siège et sous sanctions depuis des décennies. Et pendant le premier mandat de Trump, quand il a rétabli la politique de sanctions de pression maximale, l'Iran exportait pratiquement plus une goutte de pétrole. Iran was exporting almost zero oil. The oil that Iran was for a period of time, for a year and a half to 2 years or so. I don't remember how long it was, but for a period of time, we were actually exporting no oil. The only oil that we were exporting, because for a brief period of time, the only time I was working with government was when when the Speaker of Parliament, Dr. Larijani, Speaker of Parliament at that time, I met him once, and then I said to him that I think Iran's relationship with China is not good, and that you should go to China, because the Rouhani government had done a poor job with regards to China, and the relationship had suffered. So, long story short, he decided to go to China, and then he asked me to accompany the delegation, and when he returned, et quand il est revenu, il m'a demandé de m'occuper du dossier de la Chine pour lui. Donc pendant un certain temps, j'étais à l'université, mais je gérais ce dossier pour lui. Et c'est la toute seule fois où j'ai accepté une fonction liée au gouvernement. Mais en réalité, je peux même dire que je n'étais pas vraiment dans le gouvernement à ce moment-là, parce que j'ai dit, je le ferai bénévolement. Je ne veux pas de poste officiel. Alors je l'ai simplement fait pour lui. C'était quelqu'un de très intelligent, très correct, très poli, très cultivé. Et ce qu'il a accompli pendant la période de transition, après le martyre de l'Ayatollah Khomeini, restera dans les livres d'histoire. Plus important encore, Dieu s'en chargera. Mais les livres d'histoire retiendront son héroïsme et le rôle qu'il a joué pendant ces jours sensibles. Mais quoi qu'il en soit, le seul pétrole que nous exportions, c'était vers la Chine. Et nous n'étions pas payés pour ça, parce que c'était pour rembourser notre dette. Pour des projets qu'ils avaient réalisés en Iran, l'Iran avait promis de leur livrer du pétrole. Donc en réalité, c'était rien. Et pendant une période assez longue, presque aucun pétrole iranien n'était exporté contre de l'argent
ou quoi que ce soit de ce genre. Et puis les industries iraniennes ont été construites en partant du principe que le pays serait sous sanction. Donc nous ne sommes pas connectés à toutes ces chaînes d'approvisionnement mondiales. Nos industries sont locales. L'Iran dépend en grande partie de ses propres produits. Pas dans tous les domaines, bien sûr, mais disons que c'est une forme d'économie de résistance que nous avons. L'agriculture iranienne couvre, je dirais, à peu près 90% des besoins du pays. Et cette année, nous avons eu de très bonnes pluies, après 5 années de sécheresse. Donc la situation devrait être bien meilleure cette année, et ce sera très utile dans ces temps difficiles. Ce que je veux dire, c'est que la période sera difficile. Elle l'est déjà. Elle va continuer à l'être. Et elle deviendra encore plus difficile. Mais l'Iran a la capacité d'encaisser bien plus que d'autres pays, ceux qui ne connaissent rien aux sanctions et qui maintenant vont devoir faire face à des pénuries, toutes sortes de pénuries. Ce n'est pas seulement l'essence, ce n'est pas seulement les autres carburants, ce n'est pas seulement le GNL ou le gaz naturel, ce n'est pas seulement l'hélium, c'est tout ce qui vient de la pétrochimie, tout ce qui sort d'une raffinerie ou d'une usine pétrochimique, et ainsi de suite. Tout ça va poser un énorme problème, et les pays n'ont aucune expérience pour y faire face. Ce que font les Américains, c'est qu'ils ne se contentent pas de créer de l'inflation partout dans le monde. Ils vont aussi perturber les chaînes d'approvisionnement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va voir du jour au lendemain, parce que ça ne fait que commencer. Les derniers navires partis du détroit d'Ormuz sont arrivés à destination il y a 1 ou 2 semaines à peine, parce qu'il leur faut plusieurs semaines pour atteindre leur port d'arrivée. Et avec une économie mondiale aussi interconnectée qu'elle l'est aujourd'hui, les perturbations vont bientôt commencer. En fait, elles commencent déjà à se manifester. C'est quelque chose que, selon moi, l'Occident ne prend tout simplement pas en compte. Et en même temps, le même argument que nous avions pendant la guerre de 12 jours, et surtout pendant la guerre du Ramadan, cette guerre de 39 jours qui se poursuit encore, reste valable aujourd'hui. Les Iraniens sont résistants, ils sont résilients. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont déterminés. C'est une guerre pour la survie. Mais pour les Américains, c'est une guerre de choix. Et le monde regarde stupéfait comment le régime israélien et les Américains détruisent leurs économies pour le compte de Netanyahou. Donc encore une fois, je vois là une situation catastrophique pour le monde entier que le sionisme est en train de lui imposer. Mais le sionisme ne gagnera pas. Quand on regarde la situation avec le blocus, professeur Marandi, vous avez évoqué les difficultés. Avant de continuer, garde cette question en tête. Je veux juste ajouter quelque chose. C'est très proche du débat sur la question. Est-ce que l'Iran est en désordre? Est-ce que la direction... Tu sais, on parle toujours des divisions. Et bon, évidemment, il y a 90 millions d'Iraniens. Donc je dis toujours qu'il n'y a pas de division. Pas dans le sens dont ils parlent, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a des divisions entre les politiciens en Iran, ou entre les experts en politique étrangère, ou encore entre les experts militaires et sécuritaires? Bien sûr que oui, évidemment. Mais au bout du compte, en Iran, il y a un processus, il y a une constitution. S'ils arrivaient à se libérer, ne serait-ce que quelques secondes, de cet orientalisme, de ce racisme, de cet exceptionnalisme sioniste et américain, et à faire semblant de ne pas se croire la race supérieure, ils verraient les choses autrement. Juste un instant, ils comprendraient qu'il existe en Iran un processus politique très structuré. Nous avons une constitution. Il y a un dirigeant, l'Ayatollah Khamenei. Il y a aussi un Conseil suprême de sécurité nationale. Le président du Parlement, le chef du pouvoir judiciaire en font partie, ainsi que les forces armées et des membres du gouvernement.
et c'est le président qui en assure la direction. Il y a un président de séance et le dirigeant suprême, il y a 2 représentants. Ce sont eux qui prennent les décisions sur les grandes questions stratégiques. Et ils ont décidé que le Dr Kalibaf, avec l'accord du dirigeant, serait le responsable des négociations. Donc, il n'y a pas de division. C'est clair qui est le chef. So there are no divisions. It's clear who's the boss. And if they murder Dr. Ghalibaf, Et si on assassine le Dr Kalibaf, s'il devient un martyr comme le Dr Larijani ou comme l'Ayatollah Khamenei, est-ce que ça changera quelque chose? Non. Ils mettront quelqu'un d'autre à sa place et c'est lui qui mènera les négociations. Le Dr Kalibaf est allé courageusement à Islamabad en sachant que sa vie était menacée. Le Washington Post appelait à son assassinat. Mais il y est allé, il est revenu. Il n'a pas peur. Vous savez, le général Soleimani était un ami très proche de lui, vraiment très proche. Le général Soleimani disait « Nous sommes la nation du martyr, la nation de l'imam Hussein ». Il n'arrive pas à comprendre ça. C'est tout simplement impossible. Ils ne comprennent pas. Alors le docteur Kalibaf est aux commandes. Où est donc le désordre? Quand il est allé à Islamabad, il n'a passé aucun coup de fil. C'est Vance qui lui était entouré de 2 agents du Mossad, des agents israéliens, et qui a dû passer 10, 11, 12 appels dans la journée. Il n'avait aucun mandat. Et bien sûr, des généraux américains sont écartés, et le secrétaire à la marine a été démis de ses fonctions. Alors, où est le désordre? Et pour ce qui est de l'économie, est-ce que l'économie iranienne va s'effondrer? Bien sûr que l'économie traverse de grandes difficultés. Bien sûr que c'est douloureux. Évidemment, quand ils bombardent, comme je l'ai dit, quand ils bombardent des usines pharmaceutiques, il va forcément y avoir une pénurie de médicaments. C'était l'objectif. C'était le plan. C'est ce que cette coalition Epstein préparait. Quand ils bombardent des petites filles, bien sûr que ça faisait partie du plan. Bombarder les petites filles. Je veux dire, c'est ce qu'ils font aux petites filles, comme on le sait d'après les dossiers Epstein. C'est ce qu'ils sont. C'est avec ce genre de gens qu'on a affaire. Mais est-ce que ça veut dire que l'Iran va s'effondrer? Bien sûr que non. L'Iran va tenir bon. Et l'Iran gagnera cette guerre. Et les États-Unis, l'Empire, échoueront. Et ce sera au bénéfice des Américains ordinaires, parce qu'ils seront enfin libérés de cette classe sioniste sinistre. Vous savez, cette élite Epstein qui les domine, espérons-le. Donc je disais en gros, que quand ils affirment qu'en Iran, il y a des divisions, bien sûr, les gens ont des points de vue différents, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des divisions dans le processus de décision. Le processus de décision est clair. Peu importe les débats qu'ils ont, quand une décision est prise par le Dr Kalibaf, avec le soutien du Conseil suprême de sécurité nationale et du guide, c'est tranché. Est-ce qu'il y a des difficultés économiques? Bien sûr, il y en a, et elles sont sérieuses. L'économie traverse une période très difficile. Mais est-ce que ça va faire s'effondrer l'Iran? Bien sûr que non. Ils prendront des décisions, ils tiendront bon, ils défendront le pays, ils repousseront l'agresseur, et ensuite ils continueront leur route. Pardon, je vous interromps. Puisque vous avez mentionné la façon dont Donald Trump parle du leadership, hier, il a littéralement dit qu'il y a 2 ou 3 groupes différents en Iran, qu'ils se battent entre eux, qu'on ne sait pas vraiment qui est responsable des décisions, ni de la stratégie principale de l'Iran. Mais voilà ce qu'a rapporté le Jerusalem Post. Ils ont dit que Pezeshkian et Kalibaf veulent limoger le ministre iranien des Affaires étrangères parce qu'il travaillerait pour les gardiens de la Révolution au lieu d'écouter. Et la source de cet article du Jerusalem Post, c'est Iran International. Et franchement, c'est incroyable, ce cycle qu'ils ont créé avec ce genre de propagande dans laquelle ils vivent. Vous savez, en Iran, on dit en persan. Vous connaissez le persan. On dit qu'on demande au renard, « Qui est ton témoin ?»
Et le renard répond « ma queue ». Donc le renard dit « ma queue est mon témoin ». Eh bien, c'est pareil avec Iran International et le Jerusalem Post. C'est la même chose. Le Jerusalem Post dit « Iran International affirme ceci ». C'est comme si Netanyahou disait « Trump a dit ça » ou Trump disait « Netanyahou a dit ça ». Il n'y a aucune différence entre le Jerusalem Post et Iran International. C'est exactement la même chose. Yeah. Oui, dites-moi, professeur Marandi. On sait que la proposition iranienne se résume en 3 étapes. La première, la deuxième et la troisième. Dans la dernière version dont parlent les États-Unis, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, un changement quelconque dans ce plan? La seule chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran doit faire confiance aux Américains sur un point précis, que nous n'allons pas commencer nos discussions par le programme nucléaire. On parle d'abord de la guerre. Le nucléaire viendra ensuite. Parce qu'il faut se souvenir, et je sais que vous vous en souvenez, nous nous en souvenons tous, que les États-Unis, quand ils ont lancé cette guerre, c'était la 3e guerre contre l'Iran. Trump avait parlé de reddition inconditionnelle, comme lors de la précédente guerre de 12 jours. Et au bout de 10 jours, quand ça ne s'est pas produit et que la situation a commencé à se dégrader pour les États-Unis et pour le régime sioniste, il a commencé à envoyer des messages. L'Iran a ignoré tous ces messages pendant environ 25 jours, quelque chose comme ça. Puis les États-Unis ont proposé ce plan en 15 points. L'Iran l'a rejeté, en disant que c'était contraire à sa constitution. Et puis, l'Iran a présenté son propre plan en 10 points, que Trump a accepté dans sa précipitation à obtenir un cessez-le-feu. Il l'a accepté comme base pour des négociations. Certains diront que l'Iran n'aurait pas dû accepter ce cessez-le-feu, justement parce qu'il était désespéré. Mais nous avons aussi nos propres calculs. Nous devons aussi nous préparer à la prochaine phase. Mais au-delà de ça, c'était une défaite humiliante pour Trump d'accepter le plan iranien en 10 points. Et l'Iran va s'assurer que ce plan reste au cœur des négociations. Alors, quand les Américains et les Iraniens ont commencé à s'échanger des messages pour le cessez-le-feu, c'était la priorité absolue. Et bien sûr, les Américains l'ont violé. Netanyahou a bombardé, a littéralement rasé Beyrouth pour s'assurer que le cessez-le-feu ne tienne pas. L'Iran a alors déclaré « Eh bien, nous n'allons pas laisser ces navires supplémentaires quitter le détroit d'Ormuz, parce que le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé aux navires chinois, russes, irakiens ou iraniens, ni à ceux qui n'étaient pas impliqués dans la guerre avec les pays en guerre. Donc, par exemple, les navires qui étaient limités concernaient les pays qui aidaient les États-Unis contre l'Iran. Dans le cadre du cessez-le-feu, l'Iran était censé autoriser beaucoup de ces navires à traverser le détroit d'Ormuz, à condition qu'il y ait un cessez-le-feu au Liban, à Gaza et sur l'ensemble de l'axe de la résistance. Mais le Liban a été mentionné spécifiquement parce qu'il y avait de violents combats, et Netanyahou a refusé que cela se produise. En résumé, le problème aujourd'hui, c'est que ce cessez-le-feu ne fonctionne pas, parce que les États-Unis imposent un blocus et que les combats continuent. Oui, on dirait que j'ai perdu le professeur Marandi, mais il va nous rejoindre dans un instant. Alors, la question que je voulais aborder avec vous, parce que je veux aussi parler de la situation au Liban. En ce moment, on a une information de dernière minute. Selon GasBuddy, le prix moyen de l'essence aux États-Unis a atteint 4,45 $ le gallon. C'est la nouvelle réalité. Et c'est pour ça, je pense, que l'Iran ne ressent aucune urgence particulière à mettre fin au conflit. Parce que l'Iran sait très bien comment ces sanctions fonctionnent ou ont fonctionné jusqu'à présent. L'économie souffre depuis très longtemps.
L'économie iranienne, le peuple iranien connaissent bien ce genre de pression. Et voilà, le professeur Marandi est de retour avec nous. And here is Professor Marandi back with us. Yeah. Oui, désolé, Nima. Je me suis arrêté où déjà? You were basically Effaçing talking to vent about the assess difference entre la between- nouvelle the proposition difference between the et what new Felicis proposal Boevedge. and the updated Oh, proposal. yes, yeah. So basically, Oui. we don't have a Donc, en ceasefire gros, il n'y a pas de cessez-le-feu. Il faut régler ça à cause du siège. because of the Mais ceasefire. après, c'est le plan en 10 But points. after that, D'accord, it la is question nucléaire. the 10 points. Et l'Iran a dit, on ne négocie pas la question nucléaire. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc tous ces articles dans les médias occidentaux affirmant que l'Iran aurait accepté, je ne sais pas, 3 ans, 5 ans, ou peu importe, d'arrêter l'enrichissement nucléaire, c'est n'importe quoi. Le côté iranien n'a rien dit à Islamabad. Les Américains, oui, mais pas les Iraniens. Maintenant, les Iraniens disent, écoutez, pour les futures négociations, on parle d'abord du plan en 10 points. D'abord le cessez-le-feu, ensuite le plan en 10 points, et après seulement, on pourra parler du dossier nucléaire. Donc en gros, c'est une réaction au comportement américain à Islamabad. Il n'y a pas eu de changement significatif. Et toutes ces discussions, ces rumeurs dans les médias sur de nouvelles propositions iraniennes. En réalité, la situation reste plus ou moins la même. More or less, the situation is the same. Iran is not going to change anything of substance. L'Iran Nothing ne va is rien going changer to d'essentiel. Rien d'important ne sera retiré ou ajouté sur la table. C'est le cessez-le-feu. Il doit inclure le Liban et bien sûr tout l'axe. Et ensuite, les négociations sur le nucléaire. Mais au bout du compte, Nima, ça va très probablement se terminer par une guerre. On en a déjà parlé tout à l'heure. Le fait de négocier, ou du moins d'être perçu comme négociant, permet de mieux faire ressortir le contraste entre la barbarie de Trump, de Netanyahu, NR et de l'axe de la résistance. C'est important. And the Iranians and the axis of resistance is important. The other point, Professor Marandi, what's going on L'autre in the point, southern part of professeur, Lebanon. We know enfin, that qu'est-ce qui se passe dans le Hezbollah is sud du Liban? responding to this On sait que le approach, Hezbollah Israeli répond à approach cette agression israélienne with avec des drones FPV FPV. drones. Ils sont capables de frapper des soldats israéliens et leurs chars. Et en gros, ils ont déjà retiré 3 brigades du sud du Liban jusqu'à présent, parce qu'ils voient bien comment le Hezbollah parvient à atteindre ses cibles. Alors la question, c'est, à votre avis, on en est où? Il n'y a pas de cessez-le-feu. Mais est-ce qu'on se rapproche de quelque chose comme ce qu'on a connu en 2024, quelque chose de ce genre? Israël est en train d'attaquer. Something of that sort, Israel is attacking. Do you see anytime soon? Pensez-vous qu'on verra bientôt? Parce que le Hezbollah, ce n'est pas seulement une question du sud du Liban ou du nord d'Israël. Ce n'est pas quelque chose qu'ils cherchent à obtenir. C'est plutôt qu'ils veulent normaliser la situation dans le nord d'Israël. Mais est-ce que vous pensez qu'avec le temps, avec ce blocus et ce conflit entre l'Iran et les États-Unis, on risque de voir une escalade? Peut-être qu'Israël ira plus loin au Liban, frappera des cibles à Beyrouth, pendant que l'Iran et les États-Unis continuent cette sorte de bras de fer au Moyen-Orient, dans le Golfe Persique. Well, the Israeli regime is in a quagmire. Eh bien, le régime israélien est dans une impasse. Et même si la Syrie aide ce régime israélien et essaie d'empêcher le Hezbollah de recevoir des approvisionnements, le Hezbollah obtient ce dont il a besoin. Et, plus important encore, il produit ce dont il a besoin. Mais oui, il reçoit bien ce qu'il lui faut. Donc la trahison du régime syrien envers la cause palestinienne, et plus largement envers la cause de la libération, est évidente pour tout le monde. Sauf, bien sûr, pour ceux qui préfèrent garder les yeux fermés et insistent pour rester aveugles. À part eux, tout le monde voit ce qui se passe. Le Hezbollah se retrouve donc encerclé, d'une certaine manière, parce que les États-Unis ont installé des marionnettes à Beyrouth et d'autres marionnettes de Daesh et d'Al-Qaïda à Damas. ISIS and Al-Qaeda puppets in Damascus. They thought that Hezbollah was finished, but Hezbollah. Ils pensaient que le Hezbollah était fini, mais ce n'est pas le cas.
Le Hezbollah entraîne ce régime dans sa fureur. Chaque jour, il s'en prend à des femmes et à des enfants. Ces pilotes, leur soif de sang, on la voit dans les images, dans leurs actions, chaque jour au Liban. Alors oui, le Hezbollah frappe des cibles militaires, mais aussi des femmes et des enfants. Pourtant, ils échouent. Le régime israélien échoue. Il ne pourra pas vaincre le Hezbollah. Plus il s'enfonce, plus la situation va empirer. Et bien sûr, nous sommes de toute façon au bord d'une guerre dans la région. Et quand elle éclatera, le régime israélien fera face à des difficultés bien plus graves. Will be facing much graver difficulty. Many things are on the verge of happening. Beaucoup de choses sont sur le point de se produire. Les mandataires des États-Unis dans le Golfe Persique, ils ne tiendront pas si les États-Unis continuent de faire pression, de pousser vers la guerre. Ils ne tiendront pas. Et au final, la présence américaine dans notre région prendra fin. Le régime israélien, eh bien cette guerre, ces guerres, profitent à Netanyahou, ou du moins jusqu'à présent, elles lui ont profité. Il veut une guerre permanente. Et ses alliés politiques fanatiques, dans leur folie, pensent que c'est dans leur intérêt. Ces guerres servent les intérêts du régime israélien. Par le génocide, ils se sont démasqués. Le monde connaît maintenant leur suprémacisme, connaît tout de leur idéologie et de sa nature. Et le monde sait désormais qu'ils sont en train de faire s'effondrer l'économie mondiale. And the world now knows that they are bringing down the global economy. It is they who are bringing down the global economy. Ce sont eux qui font s'effondrer l'économie mondiale. Et le monde voit maintenant que les États-Unis, le régime israélien, ainsi que leurs alliés et leurs supplétifs, sont incapables de faire tomber l'axe de la résistance. Cet axe de la résistance gagne en popularité chaque jour, Nima, dans la région et dans le monde entier. La République islamique d'Iran, le Hezbollah, ces noms deviennent familiers partout. Des chants sont composés en leur honneur. Même en dehors de l'Asie de l'Ouest, le monde change. Les gens découvrent la résistance et l'idéologie qu'il apporte. Rien de tout cela n'est bon pour l'Empire. Alors oui, ça me fait mal de voir ces sionistes tuer des enfants. Ça me fait mal de voir ces pilotes américains et israéliens massacrer des enfants et détruire la vie de tant de personnes. Mais je reste optimiste. Ce chapitre sombre de l'histoire humaine finira un jour par se refermer. Voici ce que nous venons d'apprendre de Reuters il y a quelques instants. Les États-Unis ont mis en garde les compagnies maritimes contre d'éventuelles sanctions si elles versent de l'argent à l'Iran pour traverser le détroit d'Ormuz. Et l'Iran reçoit, parce qu'ils en parlent, que ce soit sous forme de dons ou de paiements indirects. Même ce type de paiement n'est pas acceptable. Tous les navires, tous ceux qui passent par le détroit d'Ormuz, paient un droit de passage. Certains, appartenant à des pays amis, paient moins. Ceux qui n'en font pas partie, ceux qui n'ont pas été amicaux et qui ont soutenu le régime américain génocidaire, payent davantage. Chaque navire, sans exception, paie un droit. Et si un navire refuse de payer, eh bien, il peut rester dans le Golfe Persique. Mais le système de paiement, est-ce qu'il prend en compte les pays qui ont participé ou facilité les attaques contre l'Iran ou qui, d'une manière ou d'une autre, ont aidé les États-Unis et Israël? C'est un peu compliqué. Parce que, par exemple, il se peut qu'un pays qui a acheté ses marchandises à l'un de ces 5 régimes prenne maintenant ses distances, ou qu'il soit prêt à suivre une autre politique. Donc, il y a des négociations. Il y a des pays qui ne font pas partie de ce génocide, de cette coalition obscène. Les Saoudiens, les Émiratis et les autres, eux, en font partie. Ce sont juste des partenaires de second rang. Et certains pays qui prétendent être neutres sont aussi des partenaires de second rang. Mais l'Iran ferme les yeux sur cela. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que s'il y a un refus de payer les droits et que ce ne sont pas des eaux internationales, et l'Iran, ce ne sont pas des eaux internationales, et l'Iran n'a signé aucun accord
qui lui retirerait le droit de percevoir ses droits. Agreement that denies it the right to take fees. So no one should believe this nonsense. Personne ne devrait croire à ces absurdités. Ce qui constitue une violation du droit international, c'est le siège et la guerre d'agression. C'est la seule chose qui viole le droit international. Mais le processus est compliqué. Si un navire refuse, par peur des États-Unis, de payer les frais, très bien. Il peut simplement laisser son navire dans le golfe Persique, ou bien le laisser quelque part à l'extérieur, dans le golfe d'Oman ou dans l'océan Indien. Mais les États-Unis ne vont faire qu'aggraver encore la crise économique mondiale. Ils sont désespérés et ils sont stupides. Mais c'est ainsi que les imbéciles affrontent la réalité. That's how fools deal with reality. Thank you so Merci much. beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. Great pleasure, as always. Thank you very Merci much. beaucoup de m'avoir invité, Nima. C'est toujours un grand plaisir et un honneur d'être dans votre émission. And honor being on your show.